Bonjour et bienvenue au balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Aujourd'hui, j'ai la chance de parler avec Patrice Desrochers de l'entreprise du groupe Anderson dans le cadre des exportateurs étoiles. Le groupe Anderson a gagné le prix du leader à l'exportation pour le centre du Québec et a été finaliste pour les Mercadors provinciales. Nous allons avoir une belle discussion ensemble. Patrice est très intéressant. Il commercialise ses machineries agricoles majoritairement aux États-Unis, mais est aussi présent sur des marchés non conventionnels, dont la Russie et l'Ukraine. Mais avant tout, j'aimerais parler avec Anaïs Poitier de chez Desjardins, qui va nous parler des défis pour les leaders à l'exportation. À toi, Anaïs. Bonjour Catherine. Alors, en effet, ce qui caractérise un leader à l'exportation, c'est souvent qu'il fait de l'export depuis plusieurs années dans plusieurs pays. Ce sont des entreprises qui souvent sont assez bien outillées au niveau des services internationaux qu'on peut leur proposer, au niveau de la sécurité de leurs transactions, au niveau des services de change. Donc souvent, quand on rencontre ces entreprises, les enjeux dont on va discuter avec eux, c'est quels sont leurs projets de développement, leur volonté pour l'avenir et ce qui caractérise souvent ces entreprises, c'est leur volonté de vouloir aller encore plus loin, notamment dans certains pays dans lesquels ils ont déjà développé un certain volet d'affaires, dans lesquels ils ont déjà des parts de marché avec des clients, des partenaires. Souvent, les deux stratégies que les entreprises vont regarder, c'est de créer une filiale ou de racheter une entreprise sur place. Alors évidemment, même s'ils font déjà affaire dans le pays, s'attaquer au volet plus juridique et légal peut être quand même plus compliqué. Donc c'est vraiment sur ces aspects qu'on va pouvoir intervenir. On a développé des partenariats chez Desjardins, autant au niveau du service conseil dans plus d'une 50aine de pays, pour, entre autres, les accompagner justement sur de la création de filiales ou un rachat d'entreprises. Donc, on va pouvoir les mettre en contact avec les partenaires, les bons partenaires sur place au travers de nos équipes locales qui connaissent les us et coutumes, les façons de faire, le système juridique, légal. Puis, on a aussi un réseau de partenaires bancaires, donc de correspondants bancaires, donc qui sont des banques avec lesquelles on a des contacts dans les différents pays et qui vont pouvoir également nous aider à ouvrir des comptes ou à donner accès à du financement ou du crédit aux entreprises qui vont être achetées dans le pays sur place ou aux filiales qui vont être créées. Donc c'est vraiment sur ces aspects-là qu'on va pouvoir intervenir pour finalement que l'entreprise continue de poursuivre son rêve de développement à l'international. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Patrice Desrochers du groupe Anderson. Comment ça va, Patrice? Bon matin, Catherine, ça va très bien et toi? Oui, ça va super bien. J'aimerais tout d'abord parler un petit peu de toi. On se connaît déjà depuis quelques années. Je t'ai vu évoluer. Je suis super impressionnée par le poste que tu occupes aujourd'hui. Explique-moi un peu l'évolution de ta carrière. En fait, je suis quelqu'un qui est issu du domaine agricole. Donc, mes parents étaient producteurs laitiers au centre du Québec. Donc, j'ai grandi sur une ferme laitière, quelqu'un de très simple. Et donc, j'ai fait mes études à l'Université Laval en gestion d'entreprise. Et puis, éventuellement, j'ai fait mes débuts chez Groupe Anderson en 2005, fin 2005 comme directeur finance. Et en 2009, donc les choses évoluent quand même assez vite de 2005 à 2009. Là, j'ai gravé les échelons pour devenir président-directeur général en 2009 à l'âge de 28 ans. Et ça fait donc un peu plus d'une décennie là, que je suis à la tête de l'entreprise. Puis on a presque quadruplé dans cette dernière décennie-là les ventes. Donc pour moi, c'est un peu naturel. J'œuvre dans le même domaine d'activité que mes parents ont vécu. C'est ce que j'ai changé de chaise. Plutôt que d'acheter des produits, maintenant je les fabrique. On fabrique de la machinerie puis je vends aux agriculteurs. Mais voilà, ça explique un peu mon parcours. Donc, on est une jeune équipe de moyenne d'âge chez Groupe Anderson. Je pense qu'on est autour de 40 ans. Là, donc, c'est une équipe qui est encore très jeune, très dynamique. Puis, on a du gaz à donner pas mal. Alors, on va parler de ça, l'évolution des ventes. Mais avant tout, tu sais, au centre du Québec, on est reconnu pour la poutine. Toi qui as été dans le domaine de la production laitière, je pense, c'est ça que tu disais? Oui, exact. Bon, d'où vient la poutine selon toi?
Ah, ça, c'est une question très difficile. C'est quelque part entre Victo et Warwick, je te dirais. Là, il va y avoir des gens qui vont dire, ah, c'est Drummond ou Victo, peu importe. Mais ici, dans notre région, on est plus entre Victo et Warwick que ça se situe. Fait j'espère pas décevoir du monde, mais c'est ce que je vous dirais aujourd'hui. Je fais des blagues avec ça parce que quand je suis arrivée au centre du Québec, c'était vraiment une espèce de chicane qui dure depuis des Ouais. années à savoir d'où est-ce que ça vient. Donc, toi, tu viens d'un milieu quand même entrepreneurial, donc tu avais ça dans le sang. Quand tu as commencé tes études, est-ce que tu avais envie d'être à la tête d'une entreprise ou c'est vraiment le destin qui t'a porté là? En fait, c'est vraiment le destin. Quand j'ai été faire mes études à l'université, dans ma famille, je suis le seul qui a fait des études universitaires. Puis pour la simple raison, en fait, que moi, je détestais l'agriculture à l'époque, durant ma jeunesse, pour la simple raison que j'ai pas nécessairement apprécié énormément le rôle du petit frère de famille, finalement, que des jobs un peu moins intéressants. C'est comme un peu dans l'entreprise aujourd'hui. Plus qu'on a des travails variés, qu'on sait valoriser, on aime ce qu'on fait. Sur la ferme familiale, ben, en étant le dernier, ben, mes frères les plus vieux ont conduit des tracteurs. Nous, les plus jeunes, c'est plus des travaux manuels. Donc, c'est rien qui me faisait nécessairement vibrer au niveau de l'agriculture. Et j'ai dit, moi, ben, je vais aller en affaires, je vais gérer une entreprise un jour. Quoi, je sais pas. Et lorsque j'ai fini l'université, j'avais pas nécessairement Groupe Anderson en tête. Je suis revenu sur la ferme familiale à la fin de mes études universitaires pour essayer un peu de me chercher. Comme n'importe quelle personne diplômée qui arrive sur le marché du travail, on est un peu perdu. On cherche des fois quelle va être notre voie pour l'avenir. Puis j'ai commencé vraiment chez Groupe Anderson. À l'époque, c'est Danny Poisson qui était président d'entreprise qui m'a embauché. Puis il n'y avait vraiment aucune vision à l'époque. Je faisais juste un premier pas, je vais voir de quoi ça a l'air. Je ne connaissais pas trop l'entreprise non plus. Puis je suis littéralement tombé en amour avec l'entreprise après quelques années. Donc, ça a été le destin, je te dirais. Explique-moi ça, là. C'est quoi le produit du groupe Anderson? Ben nous, en fait, on est fabricant de machinerie agricole. C'est très large, mais en fait, nos clients principaux sont des producteurs de lait, donc les fermes laitières. On a des producteurs de bœuf, donc des ranchers dans l'Ouest canadien ou aux États-Unis qui font du bœuf destiné à être transformé en viande, en steak et autres. Et on a également des producteurs de grandes céréales, donc de la grande culture. Et dépendamment des segments de clients, ben en fait, notre produit vedette, c'est des enrobeuses à boudin. Donc, pour ceux qui voyagent sur le bord de la route, là, durant l'été, on voit souvent des ballons enrobés individuels dans les champs, donc des grosses guimauves qu'on appelle, que le monde aime appeler. Donc, on est le leader en Amérique du Nord pour fournir ce type de machine-là qui permettent d'appliquer le film plastique autour des balles de foin. Et le but de cette technologie-là, en fait, c'est un peu l'équivalent de votre Tupperware ou du papier saran wrap dans votre cuisine. Le but, c'est de protéger la nourriture qu'on a récoltée dans les champs puis de la conserver dans le but de pouvoir passer l'hiver et autres. Donc, ça, c'est un segment. On offre après ça une panoplie d'autres équipements qui servent à faire le transport des ballons du champ à la ferme, mélanger les ballons avec d'autres ingrédients pour nourrir finalement les vaches. Donc, on est surtout là dans tout ce qui touche la manutention, l'entreposage et l'alimentation du foin pour ces trois segments de clients-là. C'est peut-être une question. Moi, je ne viens pas du domaine agricole, là. Oui. Il existe les silos, il Oui, existe les guimauves. Donc là, exact. les guimauves sont entreposées où? On les laisse dans le champ tout l'hiver? Non, les guimauves, en fait, vont être retirés du champ parce qu'on ne veut pas nuire à la croissance du foin. Une fois qu'on a coupé le foin, on veut qu'il pousse, là, parce qu'il y Ah a, oui. il y a 3 à 4 récoltes, dépendamment de la météo. Donc, les guimauves sont retirés du champ, mais ils vont être entreposés à l'extérieur des bâtiments durant l'hiver. Et au fur et à mesure que les vaches consomment la nourriture dans l'étable, on va rentrer des guimauves à l'intérieur du bâtiment, on enlève le plastique, on a du foin frais qui est prêt à être livré aux vaches, puis on continue de nourrir les vaches avec du foin à haute valeur nutritive durant tout l'hiver. Donc, les silos, Oui, les les silos, silos oui. auxquels tu fais référence, c'est la même technique, c'est le même procédé, sauf qu'à ce moment-là, on a un contenant qui est fixe, qui est une structure en béton, sauf que c'est une structure qui exige des paiements ou un investissement en capital plus onéreux, puis qui est moins flexible. Donc, d'une année à l'autre, on a plus ou moins de foin à faire. Mais quand on enrobe des guimauves, on fait juste enrober plus de guimauves. Dans le cas d'un silo, mais si le silo il est plein, tu as encore des champs à récolter, tu es un peu mal pris, tu n'as plus d'espace, puis tu ne peux pas te construire un bâtiment comme ça non plus à la dernière minute. Donc, ça dépend vraiment des besoins des clients.
OK, parfait. Puis au niveau de l'exportation, parce que là, vous avez gagné le prix leader à l'exportation Oui. chez CQI, puis vous avez été finaliste aussi au niveau des Mercadors provinciales. Donc, ça, c'est vraiment une belle reconnaissance. Donc, vous exportez beaucoup. Sur quel territoire, puis à quel pourcentage à peu près, là, vous êtes à l'exportation? Notre principal marché d'exportation, c'est les États-Unis. On est à 52-53 de nos ventes aux États-Unis. Donc, pour nous, c'est de l'exportation techniquement, mais pour Henderson, c'est considéré un marché domestique ou presque. Ça fait plus de 25 ans qu'on exporte aux États-Unis. Pour nous autres, c'est comme la cour arrière. Il n'y a pas de différence entre vendre là ou vendre un peu plus loin au Québec ou en Ontario. Donc, les États-Unis, c'est un gros marché. À l'international, ça varie plus, c'est plus instable parce que tu as tout le contexte géopolitique qui vient des fois jouer des cartes qu'on voudrait pas, mais dernièrement, en fait, on a une Australie qui est en grosse croissance, on a la Russie qui est en grosse croissance. Là, la Russie qui a été un très bon marché pour nous de 2010 à 2012-2013. Ça s'est complètement écroulé à cause d'une situation politique. Et là, c'est en train de revenir à l'heure actuelle. Donc, des fois, faut savoir être résilient puis laisser l'eau couler sous les ponts puis s'attaquer à d'autres marchés en attendant que le contexte soit plus favorable. Parfait. Donc, votre structure de vente, toi, tu es directeur des ventes en plus d'être président, directeur général de l'entreprise. Comment fonctionnez-vous pour les États-Unis? Est-ce que En vous... fait, Oui? aux États-Unis, en fait, ça dépend toujours de la distance et de notre compréhension du marché. Donc, si on va très local au Québec, on est directement en lien avec les concessionnaires de machines agricoles. Donc, nous, on ne fait pas la vente de machines directement au client ou à l'utilisateur final. On vend un concessionnaire de tracteurs essentiellement. Donc, au Québec, c'est nous qui faisons directement la relation avec le concessionnaire et en Ontario également. Hors Québec-Ontario, on travaille via des agents manufacturiers. Donc, c'est des agents multicartes qui vont avoir 2, 3 lignes de produits complémentaires et qui vont faire la représentation auprès des concessionnaires en notre nom. Et donc, on a environ une vingtaine d'agents manufacturiers aux États-Unis, dans l'Ouest canadien, qui nous représentent. Puis au total, on a environ 350 dealers à travers l'Amérique du Nord là, avec qui on fait régulièrement affaire. Là, et les régions géographiques peuvent être plus ou moins denses en termes de nombre de concessionnaires, dépendamment du potentiel de marché qu'on y trouve. Donc, les agents manufacturiers, est-ce que c'est difficile à trouver un bon agent manufacturier qui est fidèle à l'entreprise? C'est pas tant difficile à trouver des bons agents manufacturiers. Il y en a beaucoup. Maintenant, une fois qu'on a trouvé un bon agent manufacturier, de le motiver ou d'être capable d'aller chercher de son temps, parce que c'est surtout là le nerf de la guerre. On a beau avoir un agent qui nous représente, mais s'il passe juste 5 de son temps à parler de nos produits et à aller voir des clients potentiels, c'est toujours une game de priorité au niveau de son portefeuille de revenus. Donc, il y a 2 stratégies au niveau des agents, puis c'est là qu'il faut faire attention. Il y a des agents qui, pour eux, le plus large éventail de produits qu'ils peuvent représenter, le mieux c'est, parce que si je me mets dans leur peau, ils vont chercher à se diversifier le type de produit. Si jamais il y a des produits qui descendent au niveau des ventes, ça les affecte moins. Sauf que c'est là, en tant que fabricant, où est-ce qu'on a le moins de retombées, parce que quelqu'un qui est trop éparpillé, éventuellement, tout le monde est insatisfait au niveau de ses fournisseurs. Donc, on essaie de chercher des agents manufacturiers où est-ce qu'on va être dans les top 2, top 3 au niveau de l'importance de revenus pour lui. Donc, on a des agents où est-ce qu'on est le numéro 2. On est peut-être juste 40 de ses revenus, mais on est encore très important. Mais si on a juste 5 à 10 de ses revenus, des fois, c'est peut-être le temps de regarder ailleurs parce que même si on veut aller chercher plus de ventes, si l'agent n'a pas d'intérêt monétaire puis il y a une autre ligne de produits qui est plus rentable, forcément, son temps va être consacré là comme n'importe qui le ferait dans la même situation. J'ai envie de te poser la question parce que tu dois être très organisé. Comment suis-tu tes agents? Nos agents, en fait, on a des rencontres à toutes les semaines par téléphone, donc qui se fait on a des gérants de territoire où est-ce qu'on va discuter de la performance de chacun des agents. Ça reste que dans la vie comme au travail, le bonheur doit primer. Donc, on n'a pas une structure qui comment je dirais ça? On n'a pas une structure de reddition de compte qui est très exigeante. Moi, mon veto, en fait, pas mon veto, mais la ligne directrice que j'ai avec mon réseau de vente et mes vendeurs, c'est si les chiffres sont là, je vais être heureux, puis je ne te poserai pas de questions. Je vais te poser des questions lorsque je ne serai pas satisfait. Donc, on a un tableau de bord, nous autres, qui est live à tous les jours, qu'on regarde. On suit la performance des représentants par territoire versus l'année passée, versus il y a 2 ans.
On est-tu en croissance? On est-tu en déclin? C'est-tu par famille de produits ou c'est généralisé pour son territoire? Puis, y a-tu des éléments qui viennent expliquer la baisse de ses ventes ou la croissance exceptionnelle de ses ventes dans les deux cas? Puis, lorsqu'on se rend compte qu'il y a peut-être un peu du laisser-aller, à ce moment-là, on va demander une reddition de compte plus importante. Mais sinon, à mon grand bonheur, ça va extrêmement bien. Donc, j'ai pas beaucoup de ce genre d'intervention-là à faire. Et mes agents, ben en fait, si les chiffres sont là, tu veux prendre une journée off, tu n'as même pas besoin de m'en parler. Tant que tu es capable de répondre au téléphone, je veux que ça soit léger, que le monde ait du plaisir. Puis quand le monde est heureux au travail, ben, le monde il en donne plus. Donc, c'est ma vision des choses. Ah, tout à fait, je la partage aussi. Tu me parlais que vous avez vécu quand même une grosse croissance. Comment l'expliques-tu, cette croissance-là? En fait, la croissance, comment j'expliquerais ça? Il y a le marché qui en est un, entre autres. En fait, nous, essentiellement, on vendait à des producteurs de lait. Donc, les producteurs de lait qui étaient notre marché traditionnel, qui est 90 de nos ventes allaient aux producteurs de lait à l'époque, si on vient il y a 10 ans en arrière. Aujourd'hui, on a développé plus le marché bovin et la grande culture. Donc, le fait d'ouvrir des nouveaux marchés, c'est clair que ça l'a aidé. Il y a aussi un changement dans les mentalités des agriculteurs, l'importance de conserver du foin à haute valeur nutritive qui prend de l'ampleur. Donc, ça a un effet indirect, pas sur la demande pour nos produits. Le plus gros élément, en fait, ou les deux plus gros éléments au niveau de la croissance, le premier, je te dirais que ça a été vraiment notre réseau de distribution qui, si je reviens à 2007-2008, on croyait qu'on faisait bien au niveau de nos ventes, mais on a analysé finalement nos marchés potentiels à travers les États-Unis. On a regardé nos dealers actifs, où est-ce qu'ils sont localisés pour se rendre compte qu'il y avait une partie de notre réseau, pas la majorité, mais une grande partie de notre réseau qui était mal, je dirais, situé géographiquement par rapport au véritable potentiel qu'il y avait aux États-Unis. Donc, on a fait une cartographie où est-ce qu'on a ajouté des couches d'informations. Ben, c'est que nos clients cibles sont dans quel comté, quel État aux États-Unis, nos dealers sont où, les conditions météo favorables pour la vente de nos produits sont dans quelle région. Puis on s'est dit, ben, dans l'Est des États-Unis, entre autres, ben, on a peut-être 15 dealers ou 20 dealers qu'on demande à notre agent, à notre gérant de territoire et à nous-mêmes, on leur demande de faire des efforts pour augmenter les ventes, alors que dans un rayon de 50 000 autour de ce concessionnaire-là, j'ai très peu ou pas de clients cibles pour mes produits. Okay. Donc, c'est d'éviter de donner des coups d'épée dans l'eau. Et on s'est rendu compte qu'il y a des territoires à haut potentiel où est-ce qu'il y avait 3-4 concessionnaires de machinerie agricole disponibles, mais qu'on travaillait avec aucun de ceux-là. Et on s'est mis à mettre de l'emphase d'abord sur les concessionnaires qui avaient un territoire à haut potentiel. Et les ventes se sont mis à s'élever de façon très, très rapide à ce niveau-là. Donc, le réseau de distribution bien agencé. Puis, je reviens toujours sur... il y a beaucoup de gens, même avec la croissance qu'il y a eu, il y a des propriétaires d'entreprises qui nous ont appelés pour voir comment ils avaient fait. Puis souvent, les gens ils arrivent avec leurs produits, puis je leur dis, ben souvent, leur première question que je leur pose pour essayer de les aider dans leur réflexion, c'est qui ton client cible, qui t'achète ça? Puis ils vont dire, ben c'est tel genre de producteur ou tel genre d'entreprise. OK, puis ils sont où, eux autres? Puis souvent, c'est là que le monde ne savent pas. Et puis les gens se disent, ben je vais exporter aux États-Unis, mais où aux États-Unis? Faut quand même que tu réfléchisses. Il y a tellement d'informations disponibles désormais sur le web. Puis ça coûte tellement cher d'aller perdre son temps, à essayer de naviguer un peu les yeux fermés en espérant. Des fois, on tombe sur une mine d'or sans savoir, par chance. On peut faire tellement plus rapidement en analysant un peu plus d'avance. Puis moi, je mise beaucoup sur la loi de Pareto, 20 d'efforts, 80 de résultats. Quand j'ai eu mon 80 de résultats, je remets 20 d'efforts ailleurs. Puis on commence comme ça, je crois. Parlons-en des efforts. Comment ça s'est passé? Donc là, toi, tu as fourni des listes probablement à tes agents. Ouais. OK. Puis là, eux, tu les suivais, puis tu demandais, as-tu fait tes approches, puis ça s'est fait facilement parce qu'il y avait un besoin, c'est ça? En fait, il y a plusieurs éléments là-dedans. C'est nous, comme fabricants, il faut convaincre notre agent qu'il y a un potentiel dans un territoire. Oui. C'est déjà un premier challenge. Oui. Et après ça, il faut mettre cet agent-là tellement en confiance que lui, à son tour, il faut qu'il soit capable d'aller convaincre les concessionnaires qu'il va aller voir qu'il y a un potentiel dans un rayon de 50 000 autour de chez eux. Parce que les concessionnaires sont débordés, ils ont des clients à s'occuper, ils sont sollicités par plusieurs fabricants d'équipements agricoles. Puis si tu veux juste leur voir pour leur dire, j'en fabrique pas, mais par exemple, une laveuse à pression, je dis, j'aimerais ça que vous vendiez mes laveuses à pression. Je suis débordé, on n'a pas nécessairement le temps de s'occuper de nous. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est, avant même d'en parler avec nos agents manufacturiers, on a réfléchi à savoir comment que l'agent va faire pour convaincre les concessionnaires
que le temps qu'il va investir sur notre ligne va lui rapporter rapidement. Et Mhm. donc, avec nous, on était chanceux dans le domaine agricole aux États-Unis. Il y a un recensement agricole qui se fait par le département d'agriculture américain aux 5 ans. C'est extrêmement détaillé. C'est plus que qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes au Canada en termes de recensement juste pour la population. Mais eux, ils le font juste pour l'industrie agricole. On est capable d'avoir de l'information sur, par comté. Il y a plus de 3000 comtés à travers les États-Unis. Pour chacun des comtés, il y a combien de fermes laitières, sont de quelle grosseur, il y a combien de fermes bovines, il y a combien d'orgues de foin, combien d'orgues de blé, combien d'orgues de maïs. C'est très, très, très détaillé. Et des fois, il faut chercher, il ne faut pas attendre que l'information nous tombe du ciel. Mais moi, je voyais des belles cartes sur Google. Quand j'essaie de savoir, par exemple, dans quelle région des États-Unis les producteurs de lait sont concentrés, j'avais toujours des belles cartes sur Google qui apparaissaient. Puis les sources, ça prenait toujours de la USDA, qui était le département de l'agriculture américain. C'est une entité fédérale américaine. Puis, ben, je dis, j'ai quoi à perdre? Je vais essayer d'appeler quelqu'un là-bas. Puis, je sais, tu sais, puis j'ai tombé sur quelqu'un, puis j'ai dit, bonjour, ben, moi, j'ai vu vos cartes. Je fais des recherches sur le domaine de l'agriculture. Je vois des belles analyses que sur Google. Puis, je vois que c'est vous autres la référence. Comment vous sortez ça d'où vos données? Puis là, j'ai appris qu'il faisait un recensement aux 5 ans. OK, ben c'est intéressant. Puis, c'est-tu des choses qui sont publiques? Je dis, oui, oui, c'est public. Parfait. Je peux-tu avoir les données? Bien, certainement, M. Desrochers. Puis j'ai eu, finalement, en 2007, j'ai reçu un bundle, un zip file avec tous les fichiers Excel, de tout le recensement américain agricole. Puis je me suis mis à aller chercher ce que moi était intéressant pour mes produits. Donc, savoir, ben moi, c'est les producteurs de lait, producteurs de bœuf, de telle taille, parce que ce n'est pas tous les producteurs de lait qui m'intéressent. Les trop petits, ils n'ont pas les moyens financiers d'acheter mes produits. Et les plus gros, ben, ils ont d'autres méthodes alternatives qui sont plus industrielles. Donc, ça a vraiment permis de cibler là, au couteau à travers les États-Unis. Bien, voici où est ma clientèle. Et de là, après ça, on a sorti une analyse par dealer. Donc, on a sorti environ les 10 000 localisations de concessionnaires de machinerie agricole à travers les États-Unis. Puis, on s'est mis à sortir des statistiques pour ces 10 000-là pour un rayon de 50 000. Donc là, je disais, par exemple, à mon agent, je veux que tu m'ouvres un dealer dans le comté de je ne sais pas, Cloutier, peu importe, dans l'État de New York, il y a 4 concessionnaires possibles. J'ai un John Deere, j'ai un Massey, j'ai un New Holland, puis un autre. Puis voici pour chacun de ces concessionnaires-là le potentiel de marché dans un rayon de 50 000 parce que je savais désormais combien il y avait de fermes cibles pour mes produits. Puis là, je leur disais, mais regarde, pour tel dealer, dans 50 000, là, j'ai 300 clients potentiels. Je dis, si je vends juste 5 de ça, ben, c'est tant de machines par année. Fait que c'est de même qu'on vient un peu monnayer notre discours au niveau du concessionnaire puis de faire comprendre que si tu mets un peu d'effort, tu vas récolter facilement. Et très rapidement, les concessionnaires sont mis à acheter 2 machines, à vraiment les stocker, puis en faire la promotion, puis les ventes ont décollé très, très rapidement. Bon, là, moi, j'ai une question. Là. Il doit y avoir de la compétition sur le territoire. Est-ce que vous aviez à vous présenter puis à dire, ben voici nos avantages? Oui, c'est clair. Puis de la compétition, il y en a toujours de plus en plus. Mais oui, il faut expliquer nos avantages, dans le fond, les feature benefits qu'on parle souvent en anglais, donc les avantages ou les caractéristiques que notre produit offre et les bénéfices que le client final va en retirer. Mais ça dépend. En fait, il y a des entreprises qui font un travail un peu moins élogieux en ce sens-là. Nous, on est une entreprise qui est très respectueuse de la compétition. Donc, on ne va jamais descendre un produit de la compétition. On ne va jamais les dénigrer. On va mettre l'emphase toujours sur notre produit. Moi, j'ai un produit de qualité. Voici ce que j'ai à offrir de différent que les autres n'ont pas. Je ne dirais pas ce que les autres ne font pas correct. Ce n'est pas à moi de faire ce travail-là. C'est au client, c'est au concessionnaire à l'apprendre de lui-même, quoi. Donc, est-ce que l'agent a un discours à apporter pour convaincre de vendre un produit Anderson, qui est quand même un produit québécois? C'est pas. Oui. Mais il y a un discours, puis c'est là que c'est très difficile donc de transmettre nos connaissances parce qu'un agent manufacturier va être capable, on approche un agent pour qu'il vende nos produits, il va prendre notre brochure, il va connaître le générique, mais il ne connaîtra pas les 6 compétiteurs qu'on a, puis qu'est-ce qui est différent par rapport à chacun de ces compétiteurs-là. Okay. Puis c'est là l'emphase. Souvent, les agents manufacturiers, l'erreur de faire, c'est d'éviter de les former sur la compétition. Parce que les former sur notre produit, c'est un élément. Les former sur la compétition, c'est là qu'on les rend crédibles et professionnels face aux concessionnaires. Parce que si à la première question d'un concessionnaire ou d'un client par rapport à une machine, ben c'est quoi la différence par rapport à telle marque? Si le représentant ne sait pas quoi dire ou il dit « je ne connais pas cette marque-là », automatiquement, il tombe discrédité en termes de connaissances, compétences, puis l'agriculteur, ben,
il ne perdra pas son temps. Le concessionnaire ne l'écoutera pas non plus. Donc, de former sur la compétition, ça demeure un thème qui est très important. Et nous, à chaque année, on fait des sales meetings avec notre force de vente à travers l'Amérique du Nord. Et à chaque année, on présente nos nouveautés, les nouvelles features, mais également, il y a tout le volet compétition. Voici ce que la compétition a sorti, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon. Si vous faites poser des questions, voici quoi répondre. Donc, il faut vraiment être prêt là, sur plusieurs facettes. Est-ce qu'ils viennent chez vous à ce moment-là ou vous allez aux États-Unis et vous organisez un événement là-bas? Ça varie. Si on ignore le volet COVID, là, donc avant 2019, on était en alternance une année sur deux, donc aux États-Unis, une année sur deux directement à l'entreprise. Et quand nos agents viennent dans l'entreprise, on s'entend que c'est un peu plus festif parce que les Américains sortent de leur pays, ils débarquent au Québec, qui est pour eux autres qui est plus une version contemporaine de l'Europe, si je peux dire, mais pour eux, c'est vraiment un changement de décor, de nourriture, de saveur, d'ambiance. Donc, aux 2 ans, mais souvent, ils vont inviter leur conjoint. Donc, c'est plus un voyage, c'est un voyage qui est un peu plus léger en termes de contenu, où est-ce qu'on mise beaucoup plus sur les souvenirs, les bons moments passés ensemble. Et lorsqu'on fait des sales meetings aux États-Unis, bien là, on est beaucoup plus professionnel. C'est que nos agents qui sont là. On focus strictement business. C'est un 4 jours condensé. Puis là, ça donne notre kick-off pour l'année à venir. OK. Donc, vous alternez un peu les types de rencontres. Exact. J'ai envie de te poser comme question, parce que vous êtes sur des marchés non traditionnels. Là, on parlait de Russie. Là, comment que ça fonctionne à ce niveau-là? Quand on sort des États-Unis, est-ce que vous êtes encore avec des agents? Ça dépend des pays. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Je vais donner l'exemple de l'Australie, qui est un exemple différent de ce qu'on a connu dans le passé. L'Australie, on a travaillé pendant plusieurs années avec un agent qui essayait de vendre. On vendait très peu. Ça fait plus de 15 ans qu'on va en Australie. Et on a changé de modèle il y a 3 ans. Donc, on a cessé nos activités avec l'agent. On a commencé à travailler avec un fabricant d'équipements agricoles pour qui nos produits étaient complémentaires. Donc, ce fabricant d'équipements agricoles-là en Australie, ben lui, il travaille déjà avec 300 quelques dealers, concessionnaires. Donc, il y a déjà une relation qui est en place, il y a déjà une structure qui est en place. Et il y avait déjà également une bonne renommée. Là, et c'est étrange à dire, mais ce fabricant-là, qui a ses propres produits, fabrique des pelles pour des tracteurs, entre autres des chargeurs frontaux. Il vend nos produits sur la marque Anderson. Donc, nous, on ne s'est pas dénaturé au niveau du produit ou rien. Puis, c'est bien perçu par le réseau là-bas. Puis, nos ventes sont 10 fois mieux que ce qui était avec l'agent. Mais parce qu'eux, il y avait déjà un réseau en place. Et la grosse différence par rapport à ce que l'agent que j'avais avant, c'est que l'agent avec qui on travaillait des 15 dernières années, c'est que lui nous plaçait une commande, mais juste quand il était sûr qu'il y avait un client final au bout qui allait l'acheter. Tandis que notre partenaire actuel en Australie, ben c'est beaucoup, il y a du commitment, si je peux dire. Donc, on se fait un plan de match, on discute, c'est quoi vous pensez que les retombées l'année prochaine peuvent être. Et à cause des délais de production, d'expédition, parce que ça rentre en Australie, c'est 45 jours de bateau, faut réassembler les produits rendus là-bas. Donc, ils doivent commander très tôt pour la saison estivale qui commence en septembre, octobre dans leur cas. Et donc, ils n'ont pas le choix d'acheter sans savoir ce qu'ils vont vendre nécessairement. Donc, ils achètent sur des projections ou des idées. Et ça leur met, d'un, pour nous, c'est sécurisant parce que s'ils ont la confiance d'avancer de l'argent et d'acheter des produits, ça veut dire qu'ils sont sérieux et ils veulent que ça marche, première chose. Et deuxième élément, quand tu as de l'inventaire sur les bras, on s'entend que tu mets de l'effort puis tu pousses versus un agent qui n'achètera jamais un produit, qui fait juste faire l'intermédiaire de concessionnaire et l'entreprise. Lui, il n'y a pas de skin in the game, comme on dit. S'il vend, il y a une commission. S'il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'inventaire ou de paiement à faire non plus. Donc, ça avait vraiment changé la dynamique. Et au niveau de la Russie, je m'excuse si je parle un peu trop, mais au niveau de la Russie, on travaille avec un représentant dans ce cas-là qui, lui, fait directement un peu comme un agent. Donc, sauf qu'actuellement, je suis dans son top revenu. Donc, je suis numéro 1 dans ses lignes de produits. Donc, j'ai 95 de son temps dédié à nos produits. Et c'est nous directement qui va les former là-bas quand c'est possible. Là, à cause de la COVID, à cause de situations politiques avec Poutine et autres, il n'y a pas de visa qui a été mis pour des Canadiens pour aller en Russie. Même chose pour les Russes. Donc, mon partenaire russe, je voudrais bien qu'il vienne ici à l'usine pour le former. Le Canada n'émet pas de visa pour les voyageurs russes en provenance du Canada. Donc, on s'est rencontrés physiquement 3 fois.
Ça se passe dans des villes en dehors du pays, à New York ou autre. Et beaucoup de WhatsApp et de téléphone à tous les semaines, tous les jours. Puis c'est comme ça, on a parti nos premières machines par vidéoconférence avec leur équipe. Puis c'est plus complexe à cause des situations actuelles, mais ça fonctionne très bien. J'ai une question à te poser. Penses-tu Oui. aux acquisitions? Aimerais-tu ça, comme par exemple en Australie, là, est-ce que ça pourrait être une opportunité? Acquisition, oui. Un jour, est-ce qu'on est rendu là? Je ne crois pas. Donc, les acquisitions, en fait, c'est difficile dans le domaine de l'agriculture. C'est les gens, souvent, on ne pense pas beaucoup à où est-ce que les produits y arrivent pour atterrir dans nos assiettes. Mais l'agriculture, c'est extrêmement spécialisé. D'un pays à l'autre, les techniques changent, les manières de faire changent, les types de sol, les types de météo. Donc, c'est très difficile de prendre un produit de notre domaine de l'agriculture et de le transférer ou de le vendre de façon intégrale dans d'autres pays. Puis nous, ça nous a pris quand même plusieurs années à le comprendre. Puis, par exemple, je reviens sur nos enrobeuses à boudin, nos guimauves. Nous, en Amérique du Nord, mais c'est pas des guimauves individuels, c'est des longues saucisses blanches qu'on fait. Là. C'est ça qui se vend à 95 du temps. Mais en Europe, c'est complètement l'opposé, c'est des guimauves individuels. Et pendant plusieurs années, on essayait de vendre notre machine qui faisait des saucisses blanches. Puis juste pour se rendre compte éventuellement que si on veut gagner notre pari, ben c'est pas une question de vendre une machine. Il faut gagner la guerre, changer la culture, la manière de faire des agriculteurs. Puis c'est un débat qui va prendre 25 ans et énormément d'argent. Et des fois, il faut savoir s'arrêter puis dire, ben, on n'a pas les moyens, on n'a pas le temps de changer une culture, mais il faut concevoir des produits qui vont bien s'imbriquer dans la manière de faire du marché qu'on vise. Et c'est ce qu'on fait depuis 2015. Donc, on commence à développer des produits en pensant aux clients en Europe, en pensant aux clients aussi. Qu'est-ce que les Russes ont besoin? Qu'est-ce que les Australiens ont besoin? Puis qu'est-ce qu'on a dans nos produits actuels qu'on peut aller chercher quelques morceaux ici et là, mais vraiment faire un produit adapté pour les conditions du pays étranger qu'on va adresser. Comment fonctionne l'innovation chez vous? Je rapporte beaucoup d'idées de mes voyages. Les voyages, c'est une grande source d'information. Notre clientèle, on a quelques clients chouchous, si je peux dire. Donc, des clients chouchous, c'est des producteurs agricoles, soit laitiers, bovins ou céréaliers, que c'était probablement des ingénieurs dans une autre vie, mais ils ont une ferme aujourd'hui, puis ils trippent développer. Ils n'ont pas peur de donner de leur temps. Puis c'est des gens qui, dans le fond, ils nous amènent des bonnes idées, puis là, on développe, puis on envoie des machines gratuites chez eux. On ne leur donne pas, mais on leur prête gratuitement. Essaye ça, qu'est-ce que tu en penses? Puis c'est vraiment une belle famille, si je peux dire. Donc, il y a beaucoup de projets comme ça. Puis sinon, l'innovation est beaucoup dépendante de nos orientations stratégiques. Donc, l'industrie de l'agriculture, si je peux dire, c'est un marché qui est en évolution très rapide depuis une décennie ou deux. Il y a les végans et tout ça qui embarquent, il y a les changements climatiques, carboneutre, tu as des mythes sur la viande, c'est polluant, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Donc, mais tout ça, au bout de la ligne, l'agriculture se doit de se moderniser. Et les fermes s'industrialisent. Hein. Il y a de moins en moins de fermes laitières, étant donné qu'il y a moins de relève, il y a moins de jeunes qui désirent reprendre ce mode de vie-là de leurs parents. Et donc, étant donné que les fermes s'industrialisent, ben, leurs besoins changent. Ça prend des machines plus rapides, plus grosses, qui brisent moins souvent. Et donc, il faut également que nos produits s'industrialisent pour répondre à ces besoins-là qui sont grandissants. Donc, on est beaucoup orienté là-dessus pour le futur. Parfait. Je voulais te poser, là, on parle. Là. Je voulais te poser plein de questions. Je n'aurai pas le temps de tout couvrir. Il va falloir qu'on se rencontre une autre fois. Mais ce que je voulais te poser comme question, c'est quoi peut-être ton meilleur conseil, puis peut-être une erreur que tu as fait qui pourrait orienter les gens? Mon meilleur conseil, je te dirais, c'est de faire en fait, l'international, il y a des risques qui sont largement supérieurs à faire affaire en Amérique du Nord. On parle de risque de devise, le risque de non-paiement. Donc, nous, on a pris une décision à un moment donné de ne pas faire crédit à des clients à l'international, sauf si on a une assurance avec EDC, Exportation Développement Canada, une assurance contre le risque de non-paiement. Donc, à un moment donné, on s'est permis on a imposé notre volonté, on a dit à notre client, d'autres, la machine, ça vaut tant. Si tu la veux, si tu la veux et que tu n'es pas assurable par EDC, EDC, c'est quand ils ne veulent pas assurer un client, ce n'est pas parce que le client n'est pas bon. Des fois, c'est des raisons politiques. Je parle de la Russie, entre autres. Ils voudraient bien, mais ils ont des ordres politiques, c'est une entité fédérale. Non, on ne peut pas assurer de compte en Russie.
Donc, il y a des fois, c'est très rare, mais il y a des fois, je vais vendre, puis c'est uniquement sur la confiance, la relation de confiance avec notre partenaire là-bas. Et donc, l'erreur, pas l'erreur, mais le conseil, je vous dirais, c'est de faire confiance à son intuition. Quand on rencontre quelqu'un, sans savoir pourquoi, des fois, on va filer quelqu'un, celle-là, je l'apprécie, je sais qu'elle va toujours être honnête, puis il y en a d'autres qu'on cherche encore, on essaie de chercher son baromètre, est-ce que c'est une personne que je peux faire confiance ou pas? Moi, dès que je me mets à me poser la question si je peux lui faire confiance ou pas, c'est zéro risque de crédit, c'est paiement 100% avant livraison, avant même expédition du Canada. Et la confiance en affaires, ça demeure et ça va demeurer. Puis dans l'agriculture, c'est encore plus vrai. Le monde de l'agriculture, c'est des gens qui sont restés un peu plus ancrés dans l'ancien temps au niveau des valeurs. Ouais. Et une bonne poignée de main, le regard dans les yeux, ça vaut encore beaucoup. OK. Donc, je dirais, erreur à ne pas faire, je vous dirais, c'est ne pas croire aux licornes. On veut développer. C'est drôle à dire, mais mon expérience dans le développement des ventes internationales, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas mal intentionnés, mais qui embellissent de beaucoup la réalité. Donc, on va se faire approcher par des entreprises de différents pays. Vous dire, moi, je vais te développer des ventes de produits Anderson dans mon pays, mais je veux l'exclusivité, puis je ne veux pas qu'il y ait personne d'autre. Puis ils nous font miroiter que le marché est énorme. On signe une entente, tu figes un territoire, puis il ne se passe rien finalement. Ah ouais. Et ça l'arrive souvent. Ça fait mal, on perd du temps, de l'énergie. Et donc, à cette heure, moi, je vous dirais, il ne faut pas croire à ça. Je suis rendu, j'ai changé de discours de base. Je dis, je veux bien te croire, mais je le verrai, mais qu'on soit rendu là. Pour l'instant, c'est tu me payes cash avant qu'on ship. On expédie le produit, puis dans 3-4 ans, si le volume il atteint un niveau raisonnable, on pourra discuter de protection de territoire et autres. Puis, c'est plate, je me brûle, je perds peut-être quelques ventes de produits, mais aujourd'hui, je suis à l'étape que si les gens ne sont pas prêts à faire cette démarche-là, mais ce n'est pas le bon partenaire. Donc, et dépendamment de poser ses limites, hein, c'est ça, là. Oui, poser ses limites, oui. Il faut vraiment poser ses limites. Puis ces limites dépendent du type de produit de l'industrie dans lequel on est. Moi, je ne suis pas trilingue, je parle juste anglais et le français. Donc, un autre critère qui s'est rajouté dans ma sélection de partenaires internationaux, si je peux dire, c'est l'anglais est obligatoire. Mon principal interlocuteur doit parler anglais et les gens qui ont l'expertise mécanique en arrière pour faire les démonstrations au champ et autres avec nos produits, il doit au moins en avoir un qui parle en anglais. Et c'est le cas dans tous les pays, sauf un, puis ça m'a rappelé à quel point c'est important, l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un marché qui a un énorme potentiel. Il y a beaucoup de fermes. L'Ukraine, c'est à 90% c'est de la terre agricole. Et l'importateur qui importe mes produits ne parle pas anglais. Les mécanos sur la route ne parlent pas anglais. Donc, la seule personne qui parle anglais, c'est une fille qui travaille dans les bureaux là-bas, qui fait de l'administration et autres, puis qui essaie de traduire du langage technique. Ah oui. Puis, c'est ça, ça a amené des problèmes. Il n'y a rien de parfait. Une machinerie agricole, il y a autant d'utilisations différentes que de conducteurs différents qui peuvent avoir dessus. Puis lorsqu'il arrive un pépin et qu'on n'est pas capable de communiquer, c'est laborieux pour nous, c'est laborieux pour notre partenaire aussi. Donc, ça m'a rappelé dans les dernières années qu'il ne faut pas faire de sacrifices là-dessus. S'il n'y a personne qui parle anglais, même un traducteur, j'en veux pas. Je comprends. Le traducteur, on perd le feeling oui, c'est sûr. Faut vraiment être capable de parler dans la même langue. Je comprends. C'est ce que je te dirais. C'était vraiment intéressant. Je te remercie grandement de l'échange qu'on a eu aujourd'hui. Oui, j'apprécie. J'aurais bien aimé avoir plus de temps. J'ai tellement de choses à dire sur l'exportation, ça me passionne. Je pense qu'on va s'en reprogrammer un autre balado. J'ai plein de sujets que je n'ai pas couverts. Parfait. Bonne journée. Merci bien, au revoir. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec un ami. Nous serions reconnaissants si vous pouviez noter et évaluer notre série à l'endroit où vous écoutez vos balados, incluant Google Podcast, Apple et Spotify. Votre recommandation et vos commentaires aideront les auditeurs à nous trouver aussi. Merci à Desjardins, partenaire de l'événement Exportateur Étoile 2021. Cette série spéciale du balado Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. Bravo aux lauréats et merci aux personnes qui ont participé à la création
et à la mise en onde de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur Carrefour Québec International sur notre site web au cqinternational.org. Le balado régulier Les Exportants sera de retour la semaine prochaine. Le prochain épisode de la série spéciale reviendra dans 2 semaines et ainsi de suite, en alternance tant qu'il y aura des lauréats. Merci d'avoir écouté Les Exportants, série spéciale Exportateur étoile 2021. À bientôt!